c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, on poursuit aujourd'hui la lecture du 8e volet de la série Sailor, dont on va reprendre les 2 dernières minutes de l'épisode passé afin de bien nous resituer dans le contexte de cette conversation. Alors tu t'en souviens, Michael avait mis en avant le pouvoir dissuasif de Bitcoin en le comparant à celui de la bombe atomique. Pas nécessaire d'en faire péter une tous les ans. Non. Idem pour Bitcoin, il n'est pas indispensable de déplacer sans cesse son patrimoine d'un bout à l'autre de la planète pour rappeler à ses adversaires potentiels, un gouvernement tenté d'accroître son contrôle des capitaux par exemple, que l'on dispose de cette possibilité. Il suffit de le lui rappeler de temps en temps, lui rafraîchir la mémoire. Avec Bitcoin, on dispose désormais d'un super pouvoir contre lequel il ne peut rien. Allez, on y va. Car comme l'a dit Lord Acton, le pouvoir absolu corrompt absolument. Le pouvoir, la capacité de réaliser quelque chose est donc plus important que la réalisation elle-même. Et c'est ce que les gars du Bitcoin Cash n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que si je peux déplacer tout l'argent quand j'en ai besoin, alors j'en ai pas besoin. Et donc oui, j'ai besoin de pouvoir le déplacer pour qu'il acquiert une valeur de 100 000 milliards de dollars. Mais par contre, non, j'ai pas besoin de le déplacer maintenant. Peut-être que j'aurais pas besoin de le déplacer plus d'une fois ou peut-être jamais, juste pour donner un exemple. C'est comme la dissuasion nucléaire. Je l'ai utilisé une fois, peut-être 2, mais plus jamais depuis. Pensez-vous pour autant que c'est pas efficace? Estimez-vous qu'il n'est pas important d'en disposer? Robert, ouais, c'est un point important qui renvoie à la différence entre un marché libre et un monopole. Dans un marché libre, vous êtes conscient que vos clients disposent d'alternatives, qu'ils peuvent à tout moment se tourner vers d'autres fournisseurs, déménager, déplacer leur capital. Et parce qu'ils ont cette possibilité, en tant que producteur ou fournisseur, vous devez prendre en compte leurs préférences. Il vous faut écouter le client, prendre note de ses souhaits, de ses désirs et vous assurer de satisfaire ses besoins. Tandis qu'à l'autre extrémité de ce spectre, on trouve le monopole qui, à vous entendre, se moque éperdument des préférences de ses clients parce que ces derniers n'ont pas le choix, coincés qu'ils sont dans son petit fief. C'est en somme la différence qui prévaut entre démocratie économique et dictature économique. Par conséquent, le bouleversement qu'introduit Bitcoin, c'est qu'on peut le déplacer facilement, n'importe où, n'importe quand, et qu'il est tout bonnement impossible à contrôler, à monopoliser. Michael, ouais, le fait que vous puissiez faire quelque chose ne signifie pas que vous devriez le faire. C'est là un principe de base de la philosophie stoïque. Il y a d'ailleurs cette réplique dans un film où le gars dit « L'homme le plus bruyant dans la pièce est l'homme le plus faible dans la pièce ». Robert, ouais, c'est dans American Gangster, je crois. Michael, c'est ça, American Gangster. L'homme le plus bruyant dans la pièce est l'homme le plus faible. Si vous savez que je peux le faire, si à tout moment Robert Breedlove est en capacité de se téléporter n'importe où sur Terre avec toute son énergie et que moi, je n'ai absolument aucun moyen de l'arrêter, ça vous donne un pouvoir considérable. Je vais vous traiter avec beaucoup de respect. Mais
cela signifie pas pour autant que vous allez vous mettre à voltiger d'un endroit à l'autre comme une luciole. Vous savez que vous en avez la capacité. Maintenant, entreprenez quelque chose de constructif, sachant qu'à tout moment, vous pouvez recourir à cette option, au besoin. Cela vous installe dans une sorte de sérénité. Alors, ne vous laissez pas distraire par des objets brillants, des transactions plus rapides, des coûts de transaction plus bas. Ce sont là de simples leurres scintillants, suspendus au bout de l'hameçon que le poisson stupide gobe. Tout cela n'a pas de véritable importance. Ça a la valeur d'un cadeau bonus ou un truc du genre, tout au plus. Considérez donc toute la valeur accumulée sur Terre. On parle de 250 000 milliards de dollars d'actifs. En comparaison, pouvoir déplacer de l'argent pour acheter un café, ça a quelle valeur ? Et quelle est donc la probabilité que vous parveniez à prendre le dessus sur Apple dans cette course ? Robert, tout à fait Michael. Ça revient à ramasser quelques piécettes, des centimes, à 2 pas d'un rouleau compresseur, pas vrai ? Michael, ouais, fondamentalement c'est ça. Ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Et étant donné que ça revient 1 million de fois plus cher d'un point de vue fiscal et 1 milliard de fois plus cher en termes de puissance de calcul, le seul motif valide pour un tel projet tient de l'arbitrage réglementaire. Pouvoir réaliser des opérations au marché noir ou gris. C'est pas la quête la plus rentable pour l'ingéniosité humaine. À ce propos, on a posé la question suivante au célèbre mafioso américain Meyer Lansky. Qu'avez-vous donc appris au cours de toutes ces années de vie de gangster ? Ce à quoi il a répondu « C'était tellement dur que je me suis dit que si c'était à refaire, j'aurais simplement choisi de devenir un honnête homme. » C'est vrai, il est tellement plus facile de gagner de l'argent en restant réglo. Donc inventer une sorte de technologie pour échapper explicitement aux régulateurs, voyez, ils vous laisseront sans doute inventer un truc capable de transporter de l'énergie dans le temps, sur 100 ans, car c'est le genre de truc susceptible d'intéresser des citoyens respectueux de la loi. Mais non, ils ne vous laisseront pas inventer quelque chose destiné à contourner l'impôt. Donc pourquoi un tel acharnement ? Ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Je me souviens aussi des histoires de Pablo Escobar, qui a gagné des milliards de dollars en vendant des drogues en tout genre et de la cocaïne. Arrivé à la fin de sa vie, alors qu'il était en cavale, il en était réduit à brûler des billets de 100 $, juste pour se réchauffer et parce que personne ne lui permettait de les dépenser. Ouais, c'est comme ça. Bonne chance sur cette voie. Penchons-nous maintenant sur Bitcoin unité de compte. Je vois dans Bitcoin le langage universel de la vérité économique. Je crois qu'il s'imposera comme unité d'énergie monétaire. Ça paraît assez sensé. Avant Bitcoin, il y a 50 ans de cela, les gens parlaient en onces d'or. Je pense qu'il se produira la même chose avec le Bitcoin qui deviendra une unité immuable et souveraine d'énergie économique. C'est tout à fait logique. Par ailleurs, pour acheter et vendre des choses, il sera le plus souvent converti en monnaie fiduciaire locale dans la zone politique en question. Et c'est ok, certains pays accepteront des devises plus dures et meilleures, d'autres seront dotés de devises plus faibles dont ils provoqueront l'effondrement avant de les remplacer. Tant que vous hodlez, tant que vous conservez vos bitcoins sur votre compte, vous pourrez aller dans un nouveau pays. Vous savez, je me suis rendu dans un pays juste après qu'ils aient fait s'effondrer leur monnaie. On est tous allés en Allemagne, où ils ont provoqué l'effondrement de leur monnaie. Nous avons acheté leur nouvelle monnaie, puis ils ont abandonné le mark et sont passés à l'euro. On s'est retrouvés à acheter de l'euro. Donc poser un regard approprié sur Bitcoin, c'est simplement le considérer comme une unité standard d'énergie économique ou d'énergie monétaire et ne pas se prendre la tête outre mesure. Il peut s'avérer intéressant de diviser le prix des actions par des onces d'or. Vous pouvez diviser le coût de la vie par des onces d'or ou par un bitcoin. C'est fort instructif. Cela vous donne une assez bonne idée de l'inflation. Si un bitcoin vous achète une voiture aux États-Unis, mais qu'un bitcoin vous achète un gratte-ciel ailleurs, vous voilà avec un aperçu du coût de la vie relatif. Les gens faisaient ça avec le dollar, non ? On disait qu'on pouvait vivre à la plage au Mexique comme un roi pour 187 $ par mois. Je vois bien Bitcoin devenir un truc comme ça, mais je crois pas qu'il faille le pousser beaucoup plus loin que ça. Ça me semble bien suffisant. En fin de compte, je trouve que les gens ont tendance à trop se focaliser sur les fonctions de moyens d'échange
et d'unités de compte de Bitcoin, sous-estimant largement sa valeur en tant qu'actif et réserve de valeur. Il le sous-estime à ce niveau et de ce fait, il ne présente pas Bitcoin à son avantage. Bitcoin est tellement meilleur et supérieur à tout autre actif. Je trouve aussi que la communauté crypto est bien trop engagée dans des débats autour des différents réseaux crypto. Je poste un truc du genre « Bitcoin est un excellent moyen de transmettre de l'énergie dans le futur ». Et en 2 temps 3 mouvements, voilà les gens de Ripple et de Bitcoin Cash qui s'en offusquent et montent au créneau. Je vois le truc comme ça. La crypto, c'est un étang de 300 milliards de dollars situé sur une plage juste à côté d'un océan de 300 000 milliards de dollars de capital, d'énergie. 99,9% de toute l'énergie de l'humanité se trouve dans des actifs alternatifs, pas des altcoins, pas des crypto-monnaies. Tous les crypto-enthousiastes, je les vois à l'œuvre sur tous les altcoins et ils s'emploient juste à tirer Bitcoin vers le bas. Un vrai saut de crabe. Un seau un peu trop chaud duquel un crabe cherche à s'extraire et que tous ses congénères retiennent pour le ramener à l'intérieur au lieu de sortir en grimpant sur son dos. C'est comme s'ils se tiraient tous mutuellement vers le bas du seau. Un auto-sabotage en règle sans intérêt. Ce à quoi il devrait songer, c'est comment faire s'écouler dans notre étang 30 000 milliards de dollars sur les 300 000 milliards de l'océan. En fait, il devrait se concentrer sur comment passer de 300 milliards de dollars à 3 000 milliards de dollars, puis de 3 000 milliards de dollars à 30 000 milliards de dollars, puis de 30 000 milliards de dollars, 300 000 milliards de dollars. Et c'est pas en se trucidant qu'on y parvient. On y parvient en divisant le marché et en concentrant son action. Donc, si ce que vous voulez, c'est être une crypto-monnaie, eh ben, le terme monnaie vous signale qu'il vous faudra avoir une valeur d'actif stable, car l'administration fiscale va vous taxer à mort si cela varie. Tether peut être une monnaie avec un cours stable. Est-ce qu'on en a besoin? Je sais pas. C'est un stablecoin centralisé. Et peut-être que ce dont on a besoin, c'est un stablecoin décentralisé. Le marché en décidera. Mais c'est déjà un truc en soi. Idem, si ce que vous voulez, c'est concevoir une application crypto, en effet, il y a des trucs dont les gens pourraient avoir envie et que Bitcoin ne fait pas, du genre assurer une confidentialité absolue, émettre des titres, la provenance, ou peut-être que vous voulez faire un échange décentralisé, ou envelopper un truc et mettre en place une assurance ou un prêt. Ok, c'est la DeFi. Il y a des applications, allez-y. Ainsi, vous devriez plutôt dire, Ethereum, ça représente 60% du marché des applications. Tether, c'est 52% du marché des monnaies. La crypto-monnaie, les applications crypto. Et ensuite, Bitcoin, c'est 95% du marché des actifs crypto. Vous croyez en un autre type d'actif? Personnellement, je pense pas qu'il soit impossible d'en créer un nouveau. J'estime seulement qu'à ce jour, Bitcoin est le seul qui est clairement réussi. Robert. D'accord, je suis complètement d'accord avec vous. Michael. Tous les crypto-enthousiastes feraient bien de reconnaître simplement la réussite de Bitcoin, car Bitcoin est la porte d'entrée à la crypto pour tous les détenteurs d'actifs alternatifs. Ils auraient tout intérêt à encourager les prochains 3 000 milliards de dollars à venir. Et le meilleur moyen de le faire n'est ni d'attaquer, ni de saboter Bitcoin de façon implacable et impitoyable, mais plutôt de célébrer son succès. Car plus il grandit, plus grandes sont les opportunités pour les autres réseaux de crypto d'interagir avec lui. Robert, absolument. Et pour tous ceux qui ne comprennent pas bien encore cet univers, je présente souvent Bitcoin comme de l'or numérique. Et c'est une course qu'il a déjà largement remportée. Pour des raisons d'ordre économique et de théorie des jeux, tout comme il n'existe qu'un seul truc comme l'or, il ne subsistera sans doute qu'un seul or numérique. Il nous faut juste accepter cette réalité. Ensuite, je présente le reste de l'univers des actifs crypto comme du capital risque liquide soumis à des procédures de contrôle souvent réduites quand elles existent. Certains d'entre eux sont susceptibles de réussir de manière fulgurante sur des marchés orthogonaux à l'argent, mais le risque qui leur est associé est gigantesque. Et le fait que n'importe qui peut en 15 minutes à peine créer un tel actif sur la blockchain Ethereum démontre qu'il n'y a guère de barrière à l'entrée et souligne le manque flagrant de mesures de contrôle. Donc, investissez en conséquence. Je ne le suggère à personne, mais si vous détenez une partie de votre portefeuille en cryptoactifs,
La position la plus risquée serait d'être à 80% investi en Bitcoin, alors que la position conservatrice serait d'être à 100% sur Bitcoin. Michael, tout à fait d'accord. On voit les choses de la même manière. Et voilà une bonne transition vers la théorie générale de la cryptographie, l'émergence de la magie dans le cyberespace. Qu'est-ce qu'un réseau cryptographique? Qu'est-ce qu'un réseau numérique? Comment je comprends la chose? Dites-moi si je me trompe ou si je suis dans le vrai, vu que je suis encore un petit peu nouveau ici, alors que vous êtes là depuis un moment déjà, Robert. Alors, je vois les choses de la manière suivante. Un réseau cryptographique est une application logicielle fonctionnant sur un réseau décentralisé et doté d'un mécanisme de consensus, idéalement la preuve de travail, éventuellement la preuve d'enjeu, ou alors un autre mécanisme de consensus que les théoriciens jugeraient facteur de décentralisation et d'antifragilité. Alors qu'un réseau numérique, c'est un réseau centralisé. C'est un Facebook, un Twitter, un Google ou un Apple. Ce genre de truc, un réseau client-serveur plus conventionnel. Lorsque l'on songe à l'avenir du cyberespace, on voit des réseaux cryptographiques et des réseaux numériques. Pour quelle raison voudriez-vous d'un réseau cryptographique ? Eh bien, pour acquérir une souveraineté immortelle et une antifragilité. Et l'on sait que c'est ce que Bitcoin réalise en ce moment même. C'est ce qu'il vous faut si vous voulez transmettre l'humanité à travers le temps et l'espace. Surtout à travers le temps. Peut-être à travers le temps et le domaine. Le domaine pourrait être encore mieux que l'espace. Vous savez, les réseaux cryptographiques ne sont pas nécessairement plus rapides que les réseaux numériques pour déplacer des choses à travers l'espace, mais ils sont meilleurs pour les déplacer à travers les domaines. La raison en est que des contraintes réglementaires ou de conformité du plus bas dénominateur commun entravent parfois l'innovation dans un réseau numérique. Par exemple, il y a des trucs qu'Apple Computer ne fera jamais car ils sont soumis à la loi américaine, alors même qu'ils pourraient le faire dans 98 pays. Un réseau cryptographique peut ainsi se développer plus rapidement à travers les domaines réglementaires lorsque les réseaux numériques sont entravés. Le choix entre numérique et cryptographique entraîne bien évidemment des compromis, que je résume ainsi. Confiance, sécurité et durée sont des attributs du cryptographique, alors que l'économie, la performance, la fonctionnalité et la conformité sont des attributs du numérique. Si je veux le faire à moindre coût, c'est 1 milliard de fois moins cher sur un réseau numérique. Si je veux des performances, c'est 1 million de fois plus rapide sur un réseau numérique. Si je veux de la fonctionnalité, c'est probablement beaucoup plus fonctionnel. Personne ne viendrait contester qu'Apple Pay, Apple ou Google sont de beaux produits fonctionnels. Tenter de réaliser Google Maps sur un réseau cryptographique décentralisé tournerait sans doute au désastre. Puis, il y a la question de la conformité. Les réseaux numériques sont meilleurs en matière de conformité. On peut la regretter parfois, cette conformité. Ils ferment des trucs et ils en censurent d'autres, et ils s'avèrent supérieurs en termes de conformité. Donc ces attributs qui rendent le cryptographique si attrayant, la confiance, la sécurité, la durée, se payent au prix d'un renoncement à l'économie, la performance, la fonctionnalité et la conformité. On peut en conclure qu'il est assez sensé de faire certains trucs avec le numérique et d'autres avec la cryptographie. On en est seulement au début. Et la seule conclusion évidente à laquelle nous aboutissons tous les deux, c'est que Bitcoin est un réseau cryptographique dont la réussite est manifeste dans son rôle de réserve de valeur. On le sait, tout le reste est encore à un stade assez expérimental. Et dès lors qu'un réseau atteint 100 milliards de dollars de capitalisation, on peut dire qu'on a dépassé le stade expérimental. Alors oui, on peut certes débattre de ce seuil et se demander si à 50 milliards de dollars, on en est encore au stade de l'expérience. Moi, je dirais jusqu'à 100 milliards de dollars, on a un truc et c'est assez clair. Après, on pourrait tout à fait trouver en deçà de ce seuil un vrai truc qui tient la route, connu, reconnu. Mais pour être en mesure de le déterminer, il faudrait beaucoup plus d'éducation. Robert, je vais juste donner mon avis. Je pense qu'il s'agit de faire la distinction entre réseau décentralisé et centralisé. Et je me remémore cette vieille citation. Vous voulez aller vite ? Allez-y seul. Vous voulez aller loin ? Partez ensemble. Donc, la solution centralisée revient à partir seul.
Elle repose sur un seul plan, elle permet d'innover très vite et de se déplacer très rapidement dans une certaine direction. La prise de décision est concentrée, alors que la solution décentralisée dispose d'un équilibre dynamique qui lui assure une persistance dans le temps. La solution centralisée sera donc vraiment conforme, rapide, innovante. La solution décentralisée n'est vraiment utile que lorsque vous avez besoin de résistance à la censure. Il faut bien comprendre qu'elle persistera un temps maximum sans qu'aucun groupe ou individu ne puisse la détruire ou la manipuler. Bitcoin se situe donc tout à l'extrémité de ce spectre décentralisé, alors qu'un truc comme Apple se trouve à l'autre bout. Michael. Ouais, métaphoriquement, ça renvoie au contraste qu'il y a entre un animal et une forêt colonie de peupliers faux-trembles ou une énorme biomasse. C'est cette différence entre le vertébré et l'invertébré. Différentes formes de vie, la différence entre les plantes et les animaux, des créatures bien différentes aux espérances de vie bien distinctes. Vous voulez vivre pendant 2000 ans ou 80 ans? L'une de ces créatures se meut plus rapidement que l'autre, mais elle est plus vulnérable. Notre point de vue purement humain, la seule et unique question à se poser est « Voulez-vous mettre votre confiance entre les mains de l'homme, faire confiance à une organisation, une entreprise, un gouvernement, et ou voulez-vous mettre votre confiance dans un réseau cryptographique ?» Eh bien, nous allons résoudre nos problèmes à travers une segmentation, un panachage de ces confiances. Nous n'intégrerons sans doute pas dans Bitcoin, dans un réseau de preuves de travail totalement décentralisé, des fonctions visant à exécuter ce qu'Amazon, Uber, Pandora ou YouTube sont capables de faire. Sans doute pas. Mais en avons-nous vraiment besoin? Probablement pas. Voilà, deuxième pause dans ce 8e volet, avec pour commencer cette référence à American Gangster, pépite de 2007, un classique du genre, une partie de cache-cache mythique entre l'inspecteur Roberts du New York Police Department, interprété par Russell Crowe, et Frank Lucas, le parrain black, joué par Denzel Washington, deux acteurs au top de leur carrière, un scénario canon et une réalisation de Ridley Scott digne des chefs-d'œuvre de Scorsese. Cet excellent divertissement, je vais le revoir avec les Laser Eyes. Propos de film d'ailleurs, pour démarrer l'année sur de bonnes vibes, voit ou revoit Arrival, premier contact de Denis Villeneuve, 2016, un film de toute beauté qui imprègne tout l'univers graphique de BTC Touchpoint. Et là, nul besoin de te donner les clés de lecture, le parallèle avec Bitcoin est complètement ahurissant. Sinon, dans cet épisode, tu le vois bien, il est question de l'adoption ou non de Bitcoin comme monnaie, de l'importance de pouvoir préserver la confidentialité de nos échanges, de protéger ou non leur caractère privé, etc. Et au-delà de ces considérations sur ce qui serait bon, souhaitable, ce à quoi on est contraint, comment naviguer les eaux tumultueuses de régimes de plus en plus confiscatoires, moi, ce qui m'interpelle, c'est une réflexion autour de l'État-nation, son histoire et son devenir. Pourquoi ? Eh bien parce que Saylor semble se projeter dans un monde où les États-nations demeurent le modèle d'organisation sociale dominant, imposant à tous l'usage des monnaies fiat. À l'écouter, ici, cela semble acquis pour lui. Or, qu'on le veuille ou non, Bitcoin stimule une remise en question de toutes nos certitudes à ce sujet. Nous nous trouvons à la fin d'un grand cycle économique, au cœur d'une conjoncture critique qui voit bien des États en panique face à des défis socio-économiques, politiques et institutionnels colossaux. Défis qu'ils ne croient pas être en mesure de relever sans taillader le contrat social qui nous lie à eux. Or, c'est dans cette conjoncture particulière, ce 4e tournant, que Bitcoin surgit de façon providentielle, redonnant à l'individu un pouvoir qui lui ouvre de nouveaux horizons, qui lui ouvre les yeux aussi, le poussant à réexaminer la situation de façon plus lucide. Cette prise de conscience, elle est vraiment bienvenue si, comme moi, durant tes études ou en marge de ces dernières, tu n'as pas prêté grand intérêt à ces questions éminemment politiques. Et ce qui est prodigieux, là, c'est que c'est plus juste théorique. En fait, on en est presque rendu aux travaux pratiques. Alors, pour nous frayer un chemin dans cette jungle, on a tout intérêt à se pencher sur le travail de bitcoiners comme Yorick de Montbine, Alexandre Stachenko, Fergan Aziari,
et d'écouter la voix d'Yves Benaïm ou de Gloire Van Savalere, entre autres. Chacun à leur manière, ils ont bien réfléchi à l'histoire des États-nations et à la façon dont Bitcoin les challenge. Je te laisse parmi les notes des liens vers de riches contenus sur le site BTC Touchpoint qui traitent de ces thématiques. Ma conviction, assez wilberienne, c'est que tout change et progresse, même si les régressions sont possibles. Et que cette évolution repousse sans cesse les limites, reconfigurant l'existant dans un ensemble plus complexe. Cela vaut autant pour les systèmes biologiques que pour les constructions institutionnelles. Par conséquent, bien que l'État-nation représente un aboutissement conséquent dans l'évolution des systèmes de gouvernance humaine, il n'en constitue pas l'oméga. Cette notion, je l'ai découverte en étudiant Gerhard Lenski, sociologue américain, dont les travaux mettent l'accent sur le rôle de la technologie dans la transformation des sociétés humaines. L'organisation sociale des chasseurs-cueilleurs s'intègre dans l'organisation des sociétés agraires, qui elles-mêmes vont se métamorphoser pour gagner en complexité, s'adapter à la nouvelle donne de l'ère industrielle. Cette période, façonnée par l'influence de la machine à vapeur, entre autres technologies révolutionnaires, voit la formation des États-nations tels que nous les connaissons aujourd'hui. Et dans un scénario darwinien, l'État-nation s'impose comme la solution optimale capable de fournir le niveau de coordination et de régulation accru que les complexes sociétés industrielles requièrent. L'État-nation est-il pour autant indéboulonnable, le terminus de notre évolution sur le plan de la gouvernance? Eh ben non. Plutôt, il y a fort à parier que le truc va continuer à évoluer. C'est la thèse du Sovereign Individual, ouvrage prophétique cher aux bitcoiners, qui se penche sur l'indépendance de l'individu vis-à-vis de l'État dans le contexte du déclin des États-nations. Ces auteurs, qui en 1999 prédisaient la découverte des crypto-monnaies, pronostiquent une diminution des rendements de la violence, précisément ce que Saylor souligne avec son analogie de bombe atomique. Le Sovereign Individual nous annonce que l'État-nation sera de plus en plus contesté par de nouvelles souverainetés capables d'assurer efficacement la protection tout en consommant beaucoup moins de ressources. Moi, j'y crois. Ça me semble être le cours naturel des choses. L'évocation de ce scénario peut choquer le néophyte, ce fut mon cas d'ailleurs, profondément conditionné que j'étais à voir l'État-nation comme l'ultime construction, le Graal promis à une intégration plus harmonieuse encore dans le concert des nations, et le bouquin, bien qu'un peu dense, est convaincant. Pour enfoncer le clou, j'ai pris entre les mains l'anatomie de l'État de Murray Rothbard, un court texte que j'ai lu d'un trait, une fois n'est pas coutume, qui a pour effet de réduire à néant toute illusion rémanente d'un État protecteur, de cette figure paternaliste bienveillante que notre programmation éducative a bien logée dans notre inconscient. Une bonne claque, sans doute revigorante pour ceux que ça peut tenter en ce début d'année. Je pense que j'en lirai un extrait, sinon la totalité, sur ce podcast. Dis-moi ce que t'en penses. Le regard critique de Rothbard sur l'État, bien qu'acerbe et sans concession aucune, a le mérite de provoquer chez le lecteur une prise de recul fort utile en cette période où une confiance ou une loyauté aveugle placée dans l'État peut vous coûter cher. Cela dit, le système a beau être corrompu jusqu'à la moelle, c'est pas pour autant que je suis partisan de tout balancer, de jeter le bébé avec l'eau du bain. L'évolution suit son cours. Comptons sur la sélection darwinienne pour illustrer les juridictions innovantes, celles qui, bien au fait de la redistribution des pouvoirs entre l'individu et le collectif à l'ère du numérique, sauront s'adapter et renouveler le contrat social. On en voit les prémices. Et les bitcoiners, bien décidés à manifester de leur vivant leur rêve de citadelle, ne seront pas les derniers à encourager de telles initiatives. Voilà en somme l'idée que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Juste l'état de mes réflexions sur la question, un truc clairement destiné à évoluer encore, à gagner en maturité au fil des lectures et des interactions. On en reparlera, c'est sûr. On se retrouve dans une semaine pour la 3e partie de ce 8e volet. Passe une bonne journée ou une excellente soirée. Ciao!